Un ordre de floraison. La 1, on sait que sur pommier par exemple, la 1, la 3 et la 2, dans cet ordre-là, font les meilleurs fruits. La 4, la 5, naturellement, le fruit 1 et 2, quand on a des années comme cette année poussantes ou hautes, vont prendre le pas sur les autres. Donc naturellement, les autres vont être moins alimentés et donc vont chuter. Voilà. Sur poirier, on regardera les William là. Sur poirier, maintenant il reste presque juste un fruit par bouquet. Et on voit que c'est bien réparti sur l'arbre. Naturellement, on n'y a absolument rien fait dessus. Naturellement, c'est bien équilibré. La nature, des fois, est très bien faite. Hein. La nature, des fois, est plus... et en fonction des variétés, on va voir des choses qui vont tenir un peu plus, par exemple. Voilà, vous avez un bouquet. J'ai cassé l'arbre. Hein. Voilà. Ici, on a eu un bourgeon qui a donné 3 belles pommes. Feuilles. Ça c'est l'usine. Hein. Ça c'est l'usine. Il faut entre 30 et 40 feuilles pour nourrir un fruit. Voilà. Donc sur un arbre, par exemple, là vous voyez, il y a un paquet de fruits. Hein. Là vous avez peut-être 500 fruits sur l'arbre. Pour faire une récolte commercialisable, il va falloir entre 200 et 225 fruits. Alors, l'avantage, notre région, chez nous, on ne pousse pas nos arbres. On essaye de faire de la qualité. Et d'ailleurs, une question, c'est moi qui vous pose plein de questions. À quoi est due la qualité d'un fruit? Ça peut jouer en effet, ça peut jouer énormément. Mais le goût, plutôt le goût. Le goût, la fermeté. Moi j'aurais pensé au soleil. Ouais, j'aurais pensé au soleil aussi. C'est pas faux. Mais on appelle ça le thermopériodisme. Donc vous savez ce que c'est? C'est la différence de température entre le jour et la nuit. On est à 400 mètres d'altitude ici. Qu'est-ce qui se passe? Les nuits sont un peu plus fraîches que le jour, ce qui fait que cette feuille, elle a travaillé dans la journée, elle a fabriqué de la sève élaborée. Cette sève élaborée va migrer au fruit, et le fruit du coup va grossir et va donner un joli fruit. Physiquement sera plus gros et intrinsèquement meilleur. Lorsque vous êtes dans les régions plus de plaine, où même ça peut nous arriver chez nous, hein, où la température il fait tellement chaud la nuit, que l'arbre finalement ne va pas s'arrêter, et le fruit va consommer, ou l'arbre va consommer la sève élaborée qu'il a fabriquée dans la journée. Ce qui fait qu'au niveau du fruit, on a beaucoup moins d'éléments minéraux et compagnie. Donc c'est une question de chaleur, pas une question d'ensoleillement. Plus vous avez du soleil la journée, plus il fait chaud. D'accord. Et la nuit, il fait frais. Donc c'est justement cette amplitude de température qui fait une qualité d'un fruit. Voilà. Ça, vous le saviez pas? Non. Pourquoi les premiers labels que l'on a eu, style pomme du Pilat, pomme des Alpes, pourquoi ces régions de production, le Limousin, ont des labels de qualité? Parce qu'on est en altitude. D'accord. Tout simplement. Vous vendez à Blédina en fait, comment vous les choisissez? Alors, je laisse quelques rangs pour, je dirais, mon marché de détail. Ouais. Ou peut-être des années, je vais plus intervenir dessous parce que ce que je veux, c'est des gros fruits bien jolis et autres. Donc j'aurai une attention un peu plus particulière dessus. Cette année, il n'y a rien à faire. Simplement, c'est tout très beau. Après, donc comment je choisis? Oui, je me garde de côté 2 rangs. Puis après, le reste c'est tout conduit pareil. Hein. Donc sur les marchés ou chez Blédina, c'est la même qualité c'est exactement la même qualité que je vends sur mes marchés de détail, que la coopérative vend au magasin, parce qu'on a un magasin de vente à la coopérative, vous avez tous vu. Hein. Ouais. Donc vous avez vraiment la même qualité dessus. Ouais. Alors, depuis 25 ans, on a un cahier des charges Blédina, parce qu'on n'utilise pas certains produits.
On utilisait autrefois, ce que je vous ai pas parlé également, là on a vu des anthochoris qui étaient là c'est une coccinelle, mais on a des anthochoris qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés avec la pluie. Ce sont des petits prédateurs de psylles. Vous avez des typhlodromes également que l'on a dans les vergers là, ce sont des prédateurs d'acariens. Qu'est-ce qu'un acarien? Vous savez tous que tout le monde a des acariens chez eux, naturellement. Des allergies. Par exemple. Les acariens, donc c'est pareil, c'est un insecte piqueur-suceur parce qu'il va vraiment vous pomper la sève. Et lorsque vous avez des attaques d'acariens, vous n'avez plus un arbre qui est plus vert, il est tout jaune. Parce que vous n'avez plus de sève. D'accord. Tout simplement. Qu'est-ce que l'on a fait depuis 25 ans? On a déjà moins traité. On vous mettrait d'intrants, plus vous développez la vie du verger. Après, on a fait des lâchers de typhlodrome. Qu'est-ce que c'est qu'un typhlodrome? Un typhlodrome, c'est... Alors l'acarien va être à peu près plutôt rond, un petit peu. Le typhlodrome est plus une forme de poire. Ce qui est marrant, je fais souvent le parallèle avec ça. Qui est jaune. L'acarien est rouge. Donc par contre, il faut avoir la binoculaire pour les voir comme il faut. Hein. Parce que c'est très petit un acarien. Depuis qu'on fait des lâchers d'acariens, donc de typhlodrome, on ne traite plus l'acarien. Depuis 25 ans, depuis 30 ans, je n'ai plus fait un acaricide. Donc vous voyez, petit à petit, on laisse vivre le verger et le verger vous le rend. Et la qualité du fruit est là. Pourquoi pas zéro? Et c'est toujours la question qui revient, ça. Enfin, moi j'ai lu la réponse plusieurs fois, hein, je la connais, mais c'est vrai que du coup, les gens s'arrêtent sur ça, sur le quasiment proche de zéro. Et donc ils se disent, mais finalement, si vous faisiez zéro, vous seriez bio. Et en fait, voilà, c'est... Ce qu'il y a, c'est ce qu'explique notre agriculteur, c'est qu'en fait, on ne s'interdit pas d'utiliser des pesticides. Par contre, on va le faire de façon à ce que la flore et la plante puissent éliminer au moment où on récolte. Et donc au final, on est proche de zéro, c'est aussi les seuils de détection qui font qu'on ne sait pas détecter le 0,0. Mais en tout cas, aujourd'hui, on doit être sous les seuils de détection qui existent. Et donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et en l'occurrence on en utilise, mais par contre, effectivement, on va être en quantité infinitésimale. Je travaille avec des linas depuis à peu près 25 ans, enfin par l'intermédiaire de ma coopérative. Hein. Et depuis 25 ans, tous les lots Blédina qui partent chez Blédina sont analysés. Donc on a des cahiers des charges, on note ce que l'on fait comme traitement, nos interventions. Donc après ce que l'on fait, eux peuvent tracer les produits que l'on fait. Moi depuis 25 ans qu'on a un retour sur les analyses, on voit ND, donc non décelable. Le produit, toutes les matières actives sont non décelables. Après j'explique souvent aux clients, dans l'état actuel de nos connaissances. Carré. Parce que nous, le calibre, par exemple, clairement, on ne pas dire qu'on moque du calibre, mais par contre, que la poire fasse telle taille ou telle taille, nous, ce qui importe, c'est deux choses, c'est la pénétro, justement, pour la maturité, et le taux de sucre à l'intérieur, rien d'autre. Très bien. On regarde ça, si bien sûr tous les traitements. Et les analyses. Ça, évidemment. Mais... Avec quoi on traite, comment on traite, pourquoi on le fait déjà. D'accord. Moi, en travaillant depuis 25 ans, c'est vrai que j'ai l'aspect, comment dire, c'est un petit peu un... Comment j'ai parlé de ce terme, une marque de prestige quelque part. Quand j'explique à mes clientes que je travaille pour faire du baby food et que toute l'exploitation pratiquement est conduite de la même façon, ça me met une image de marque. Bien sûr. Qui est parce que déjà on sait notre travail, on sait comment on a travaillé. Donc pour vous, en fait, qu'est-ce que ça change d'avoir un pot Blédina ou un petit pot issu de l'agriculture bio? Vous me posiez la question sur la différence entre les petits pots bio ou petits pots issus de l'agriculture raisonnée. Pour moi, il y a, on va dire, le résultat final va être à peu près le même, puisqu'on va tendre vers le zéro résidu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, moi, au niveau de la production, vous allez, je pense, intervenir, on va peut-être moins intervenir qu'un bio, parce qu'on a des produits des fois un peu plus rémanents. On aura un coût de production qui sera un peu moindre, parce qu'il faut savoir qu'en bio, le bio coûte 40% plus cher à produire, avec des risques de non-récolte également. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'apporter un produit qui soit sain et bon, avec un coût moindre.
Une certification bio ou une certification agriculture raisonnée, nous n'avons pas d'obligation, nous avons une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats. Voilà. Oui, donc du coup, les fruits que vous pouvez produire, vous, aujourd'hui, peuvent avoir une tête pas forcément belle, très jolie. on va appeler des gueules cassées. Voilà. Mais par contre, du coup, vous allez jouer sur le goût et avec ce que vous disiez sur l'éclaircissage, etc. Voilà, oui. Oui, on essaie de mettre en corrélation le nombre de feuilles et de fruits pour justement que l'usine soit bien nourrie. que le fruit soit bien nourri grâce aux feuilles. Voilà. Donc on va tout mettre en place, que ce soit bio ou pas bio, tous les moyens qu'on dispose à l'heure actuelle pour favoriser justement cette surface feuillière et qu'elle ne soit pas détruite par un parasite quelconque, que ce soit un champignon ou un parasite, un insecte ou autre. Hein. Oui, donc si vous faisiez du bio, en fait vous auriez la possibilité que votre verger il soit décimé et en plus ça vous coûterait plus cher à produire. Voilà, on prend beaucoup de risques en faisant du bio. On prend également des risques en faisant de l'agriculture raisonnée parce qu'on tolère justement un seuil de dégâts. Hein. Il faut savoir que si l'avantage de l'agriculture raisonnée, actuellement je n'ai pas fait la démarche vers le bio, ou demain je peux très bien passer bio parce que j'ai cet esprit-là depuis 25 ans. Hein. On utilise, on va dire, 80% de produits bio sur nos vergers. Par contre, je me réserve l'opportunité de pouvoir utiliser un intrant chimique pour me parer contre un aléa quelconque. Voilà. Une sécurité en plus. Pour moi, c'est une sécurité en plus. Voilà. Ça vous laisse le champ libre. Ça me laisse l'opportunité de pouvoir conserver mon verger et qu'il puisse produire des petits pots dans les années futures. Mais du coup, par contre, avant de livrer Blédina, il faut que tout soit en eau des slabs. Par contre, oui, il faut suivre un cahier des charges qui soit respectueux, qu'on n'ait pas de résidus à la sortie. Hein. Voilà. Et donc c'est plusieurs centaines de molécules donc, sur une matière première donnée qui après sera suivie aussi par encore des centaines d'analyses au niveau des produits finis. En fait. On a des analyses sur la matière première avant l'utilisation en production. Et évidemment, si les résultats ne sont pas conformes, on ne va pas accepter la matière. Et ensuite, en production, on contrôle aussi le produit fini. Et là aussi, on doit avoir des teneurs en pesticides qui sont extrêmement faibles. Voilà. Et il peut y avoir une réelle différence. Et oui, ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence, c'est que c'est Plusieurs matières Voilà, premières. on mélange plusieurs matières premières sur lesquelles on essaye d'avoir Des taux les très plus très bas bas. possibles. Il y a des matières qui concentrent davantage, mais dans ce cas-là, on en met moins aussi. Enfin, donc il y a deux façons d'agir. Il y a déjà le fait de diminuer au maximum la teneur en pesticides dans tous nos ingrédients. Et ensuite le fait de doser de façon à ce que dans le produit fini, il n'y ait aucun risque par rapport à la teneur en pesticides. D'accord. Transparent. C'est-à-dire qu'il y a une obligation réglementaire qui est que tout ce qu'on met dans le petit pot est étiqueté. Et tout ce qu'on va vous représenter, en fait, notamment les légumes, vous aurez toujours le pourcentage détaillé des légumes du coup, qu'on intègre. Après, ce qu'on ne va pas détailler en pourcentage, c'est justement le sel, parce que ce serait un 0,0. Donc du coup, sur ce qui est mis en toute petite quantité, effectivement, on ne va pas venir préciser la chose. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, il y a le secret de fabrication et que si on étiquette tout, demain, tout le monde peut copier nos produits. Le pourcentage, parce que tout pourcentage, Oui. tous les ça peut être par exemple des épices, ça peut être des aromates qu'on va rajouter, ça peut être parfois de la crème. C'est marqué. Tout est marqué. C'est des pourcentages qu'on ne va pas forcément détailler à 100% des ingrédients. Pour garder notre recette. Et il n'y a pas donc de tout ce qui nous fait peur, les machin, les additifs. En fait, là-dessus, c'est sans colorant, sans conservateur, ça c'est réglementaire. Ouais. Et en plus de ça, on peut utiliser certains additifs, mais il y a une liste positive qui est autorisée uniquement. Il y a juste une liste restreinte d'additifs qu'on peut utiliser. Et dans ce cas-là, évidemment, ils sont étiquetés. D'accord.